Bonjour à toutes et à tous pour ce dernier webinaire de la saison Festival en mouvement. On a décidé de faire ce webinaire sur le fait de mener une enquête mobilité, puisque vous avez normalement tous bénéficié d'une enquête il y a à peu près un an et demi, fait par Sociotopie, et vous êtes maintenant en autonomie, donc se pose la question de faire un peu un bilan des actions que vous avez mis en place. Moi, je suis Véronique Fermé du collectif des festivals éco-responsables et solidaires en région PACA, et je suis avec Rudy. Rudy, Guillaume Ducléant du collectif des festivals. Petite règle, vous êtes au courant bien sûr, hein, de bien vouloir couper vos micros et de vous renommer avec votre prénom, le nom de votre festival à minima. Vous pouvez utiliser le chat, bien sûr. Les questions, on va essayer de faire des pauses questions en fin de chaque partie et un temps d'échange un petit peu plus long sur les retours les retours de bonnes pratiques en fin de webinaire. Et comme vous l'avez entendu, il est enregistré et il sera diffusé. Enverra le lien du replay après ce webinaire. Ce que l'on va aborder aujourd'hui, plusieurs thématiques. Bon, bien sûr, les mobilités, la définition, vous connaissez, mais on va faire un petit point, un nouveau petit point là-dessus. Pourquoi faire une enquête sur les mobilités? Comment faire une enquête? Un petit retour sur l'enquête qui a été réalisée dans le cadre de Festival en Mouvement. Les étapes et calendrier d'une enquête mobilité, le choix de l'échantillon, le questionnaire, l'exploitation des résultats et enfin, on aura le temps d'échange dont nous allons parler. N'hésitez pas donc à utiliser le chat si vous souhaitez poser des questions. Bien sûr, on vous donnera la parole, comme je vous disais, entre chaque partie. Vous laissez la parole à Rudy. Ouais, on va commencer avec une définition. Alors ça, vous avez l'habitude du terme mobilité dans le cadre du projet Festival en Mouvement, mais ce webinaire étant disponible en replay au-delà des festivals en mouvement, ça nous semblait important de revenir rapidement dessus pour poser un petit peu ce terme et le définir. Donc c'est un terme qui désigne un moyen de déplacement selon le Larousse ou encore un mode de déplacement. C'est également deux terminologies qu'on peut utiliser. Contrairement au terme de transport, il permet d'englober les modes de déplacement actifs comme la marche, le vélo, et toutes les parties prenantes sont concernées par les mobilités, aussi bien les publics, les équipes, les artistes ou les sportifs dans le cadre d'événements sportifs. À savoir, dans la loi NOTRe de 2015, le terme de transport a été remplacé par celui de mobilité. C'est pour ça que on peut voir ce terme apparaître parfois encore dans des documents un petit peu datés. On parle aujourd'hui des autorités organisatrices des mobilités, les fameuses AOM, en lieu et place des autorités organisatrices des transports. À savoir également, souvent quand on parle des mobilités, on parle plutôt des mobilités des personnes et non pas du matériel, qui est considéré dans une autre catégorie qu'on appelle parfois fret, c'est le cas dans le bilan carbone par exemple, mais également dans la réglementation, on distingue bien souvent les deux. Alors, une question pourrait se poser, c'est quel intérêt de faire une enquête sur les mobilités? L'enjeu étant de connaître les mobilités pour, à terme, les décarboner et mieux les planifier. Pourquoi? Parce que, vous le savez, vous êtes bien placé pour le savoir, la mobilité est le premier poste d'émission de gaz à effet de serre dans les événements, au moins 60%. Mais plus généralement en France, puisque c'est le premier poste. Le sujet des mobilités, c'est également un enjeu d'accès à la culture. Quand on améliore et quand on travaille sur les mobilités, on ne fait pas que travailler sur l'impact environnemental et la décarbonation, on va aussi travailler sur l'accès à la culture, et ça, c'est aussi très important de l'avoir en tête. La connaissance des pratiques de mobilité de vos publics, de vos équipes, va permettre de planifier des actions visant à faciliter ces mobilités, mais également, comme je le disais, à les décarboner. Oups. Alors, cette étape de l'enquête, c'est un peu la première étape dans le cycle de l'amélioration continue, c'est l'étape d'état des lieux qui va vous permettre de déterminer des enjeux, par exemple de voir qu'il y a peu de cyclistes alors que les conditions le permettent. Ensuite, d'adopter une stratégie, développer l'usage du vélo, qui va se concrétiser et s'organiser dans le plan d'action. On va vous en présenter un en exemple.
Ce plan d'action vous permettra d'avoir accès à un certain nombre de résultats, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs, et c'est ce qui va vous permettre de faire un nouvel état des lieux à partir de ces résultats-là. Donc c'est vraiment ce cycle-là qu'on va pouvoir alimenter grâce à l'enquête, qui est un peu la première étape de ce cycle de l'amélioration continue. Et le format d'enquête qu'on va vous proposer, il permet justement d'être réalisé chaque année, puisque le format qu'on va vous proposer est relativement simple à organiser, en tout cas beaucoup plus léger qu'une organisation avec un cabinet et les coûts que ça peut engendrer. Moi, ça, on va en parler avec cette partie. Tu n'as pas ton micro, Véro. Pardon, excuse-moi. Oui, alors cette partie, on ne savait pas trop comment la nommer, mais finalement, c'est pas comment faire une enquête, puisqu'on va en parler après, hein, c'est le process de l'élaboration d'une enquête, mais plutôt comment on peut se faire éventuellement accompagner ou le faire en interne. Vous avez la possibilité de passer par un cabinet d'audit, hein, comme Sociotopie ou GECE ou d'autres cabinets. Là, je vous montrerai des petits exemples. Vous pouvez passer aussi par des universités. Nous, par exemple, sur Avignon, on a demandé à l'Université d'Avignon de nous faire une enquête qui est plutôt une enquête qualitative suite à la mise en place de trains supplémentaires en fin de soirée. Et vous pouvez bien sûr faire en interne. C'est donc l'objet de ce présent webinaire. Alors, comme vous le savez, vous avez tous participé à l'enquête mobilité de Festival en Mouvement, effectuée il y a donc 1 an et demi sur le terrain par l'équipe de Sociotopie et vos équipes, donc vos bénévoles, hein, puisque vous aviez été sollicités pour pouvoir justement mettre à disposition des personnes pour faire cette enquête. Il a été donc coordonné par le collectif des festivals et porté par le réseau R2D2, ce qui nous a permis d'avoir des représentations de festivals sur toute la France pratiquement. On avait donc 50 festivals engagés. Ce projet Festival en Mouvement, c'est un projet 2023-2026, donc on va arriver au terme de l'opération en janvier 2026, pardon, avec trois grandes étapes. Donc l'étude nationale, pour laquelle on a réussi à obtenir 14 000 réponses exploitées et 150 entretiens individuels, donc réalisés par Sociotopie, voire vos équipes. On a ensuite fait une deuxième étape sur les expérimentations, donc sur lesquelles vous avez travaillé, hein. On a fait des groupes de travail, donc des expérimentations sur le vélo, le covoiturage, la communication. Et nous avons pu, grâce à cela et au webinaire que nous avons animé tout au long de l'année, créer des ressources qui sont maintenant en libre accès et que vous pouvez bien sûr consulter librement. Vous avez voilà un peu le retour sur les données en fait qu'ont pu apporter en fait cette enquête. Euh, Vous avez justement cette réflexion sur quel mode de transport et bien sûr d'autres questions qui ont été posées, avec bien évidemment le résultat hein, que tout le monde connaît, hein. On parlait de 60%, c'est pratiquement ça, sachant que là, pour l'instant, c'est plus les voitures thermiques. Euh, ces données-là sont intéressantes justement pour pouvoir ensuite identifier quels axes de travail vous pouvez améliorer dans le cadre des mobilités de vos publics, bien sûr avec toutes les questions autres qui leur ont été posées, justement sur le taux d'utilisation, l'autosolisme, le taux d'occupation moyenne des voitures, donc pour le covoiturage. Ces données-là sont intéressantes d'avoir, en fait, il est intéressant d'avoir des données nationales pour pouvoir vous comparer finalement et voir si vous êtes dans une moyenne nationale ou pas, ou si justement vous êtes meilleur ou moins bon, et peut-être que c'est là où vous pouvez travailler parce que ça donne justement des pistes d'amélioration sur ce sur quoi vous pouvez travailler dans le cadre de vos mobilités. Vous avez aussi bénéficié de livrables individuels. Alors, j'ai pris un exemple hein, d'un festival avec les études qui ont été faites un peu plus individualisées.
qui vous permettent d'avoir des données plus précises sur, bien sûr, le profil des publics, le profil des équipes, hein, parce que je vous rappelle, hein, l'enquête était sur autant les publics que les équipes, et puis des détails sur les usages des modes de transport, la provenance, la distance et aussi intéressant le coût des trajets des publics et des équipes qui peut être aussi quelque chose qui va faire peut-être justement travailler sur des améliorations. Donc normalement, vous avez dû recevoir tous ces livrables individuels et j'espère que vous avez pu les consulter et les utiliser et les analyser et même en discuter avec vos parties prenantes et vos équipes éventuellement pour trouver des solutions d'amélioration. Je vais Merci laisser la beaucoup. parole à Rudy. Du coup, on va plonger maintenant dans le scénario de l'étude menée en interne pour justement éventuellement faire une suite de cette première étude qui avait été faite par Sociotopie et pouvoir comparer vos résultats, et ce, de manière récurrente. Donc, on va commencer par parler des étapes pour préparer cette étude en interne et du calendrier. Donc, grosso modo, quatre étapes. La première, ça va être la constitution du questionnaire et l'administration du questionnaire. Les réponses vont être automatiquement versées dans un tableur de collecte. En tout cas, l'outil que je vais vous proposer d'utiliser le permettra. C'est aussi possible de le faire sur papier, mais vous allez voir que c'est plus fastidieux et qu'il n'y a pas grand intérêt de le faire sur papier. Du coup, les résultats vont tomber automatiquement dans un tableur de collecte. Et c'est à partir de ces résultats quantitatifs, qualitatifs, que vous allez pouvoir réaliser une analyse de ces données. Et cette analyse va vous permettre de nourrir votre plan d'action qui aura comme objectif de développer certains modes de déplacement collectifs ou actifs, ou encore de trouver des nouvelles solutions pour pallier sur vos points faibles, entre guillemets. Il y a un calendrier qui est à anticiper, donc pour les festivals qui arrivent dans les prochains mois, c'est encore complètement faisable, vous allez le voir. Alors, tout d'abord, avant l'événement, il y aura une étape qui va être la rédaction du questionnaire. Vous allez voir, nous, on va un petit peu vous aider puisqu'on va vous en préparer et vous en présenter un petit peu tout fait qui va vous permettre de gagner un petit peu de temps. Il faudra aussi choisir la méthode d'administration. Est-ce que c'est en physique? Est-ce que c'est en numérique? Est-ce que c'est hybride? On va vous donner aussi quelques éléments pour faire votre choix. C'est toujours bien de le tester sur vos collègues, vos amis, votre famille pour voir si les questions sont suffisamment compréhensibles et si vous pouvez respecter le timing que vous aviez en tête. Et il s'agira également en amont de calibrer le dispositif humain, donc tout simplement le planning des bénévoles, et technique, le matériel que vous allez utiliser pour faire l'administration de ce questionnaire. Donc là, on est avant l'événement. En fonction de la taille de l'équipe, de ce que vous avez déjà à disposition, en l'occurrence, nous, on va vous outiller justement, donc ça va vous permettre de vraiment gagner du temps. Ça veut dire que grosso modo, tous les festivals qui ont lieu d'ici même mi-avril, je pense que c'est complètement faisable encore. Pendant l'événement, c'est évidemment le moment où on va administrer le questionnaire. Donc, ça, administrer, c'est le terme qu'on utilise pour, dans le jargon des enquêtes. Donc, c'est tout simplement le moment où on va poser les questions aux festivaliers ou aux équipes en l'occurrence. Donc, ça se passe sur place pendant le festival pour une administration physique. C'est aussi le moment où on va pouvoir suivre la qualité des réponses en temps réel. Déjà, quand on pose la question, on va pouvoir réorienter le répondant si on voit qu'il y a une mauvaise compréhension des réponses, mais éventuellement ajuster peut-être certaines tournures de questions pour être sûr que ce soit bien compris. Et on va évidemment suivre la quantité des réponses, puisque vous allez le voir, on va se fixer un objectif quantitatif en termes d'échantillons. Après l'événement, donc ça peut prendre le temps que vous souhaitez, avant l'édition suivante évidemment, c'est l'administration du questionnaire en ligne si vous souhaitez compléter l'administration physique. Évidemment, le traitement des réponses, donc ça va être beaucoup de travail sur tableur. L'exploitation et l'interprétation des données. Donc interpréter, ça va déjà commencer à comment dire, repérer certaines tendances pour justement nourrir le fameux plan d'action qui est vraiment l'aboutissement de tout ce travail. On ne fait pas une enquête pour faire une enquête, on fait une enquête pour pouvoir interpréter des tendances qui vont pouvoir
nourrir un plan d'action. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. La méthode d'administration. Donc là, on va vraiment se concentrer sur le process de questionnement des publics et des équipes. Je privilégie l'administration en physique pour plusieurs raisons. D'une part, pour limiter les biais. Vous avez sans doute entendu parler de la fracture du numérique. Elle est toujours réelle, même en 2025. Et en posant les questions en physique, en personne, sur place, pendant le festival, on est sûr de ne pas créer un premier biais qui pourrait être de s'adresser uniquement aux personnes les plus connectées, notamment sur les réseaux sociaux, du coup plutôt des profils jeunes, connectés, urbains, ce qui va déjà créer un biais. Là, quand on le fait en physique, en se répartissant de façon aléatoire sur le site, ça on va en reparler juste après, on va pouvoir limiter ce premier biais. Un autre intérêt qui est vraiment très intéressant, c'est celui de permettre des échanges avec les personnes interviewées. Pour avoir déjà mené des enquêtes sur le terrain, c'est vraiment des moments qui sont assez intéressants puisqu'on va pouvoir discuter avec la personne sur sa perception du sujet en question, donc en l'occurrence des mobilités, ce qui va nous permettre éventuellement de rajouter un petit peu de qualitatif. J'avais laissé un champ justement libre pour pouvoir ajouter des informations de ce type, mais également pouvoir discuter, aussi partager avec les personnes interviewées les actions qui sont mises en place sur l'éco-responsabilité du festival par exemple. Donc c'est vraiment des moments qui sont précieux et qu'on n'a pas forcément par ailleurs. Ça va permettre également d'assurer un contrôle des réponses, comme je le disais tout à l'heure, en temps réel et de limiter les erreurs. D'une part, pendant qu'on pose la question, on va pouvoir s'assurer que la personne a la bonne compréhension de la question et aussi éventuellement modifier une tournure de phrase si on voit que successivement les personnes butent toujours sur la même question. On va pouvoir l'éclaircir pour les personnes suivantes en faisant bien attention de ne pas trop la modifier pour pas que ça crée un biais, évidemment. Alors, en termes de posture, c'est-à-dire comment on se positionne physiquement, j'ai mis une petite image type d'enquête en choisissant cette photo parce que c'est la bonne posture en termes de positionnement physique. C'est-à-dire que l'enquêteur ou l'enquêtrice va devoir se positionner deux, trois quarts pour montrer le questionnaire et le remplir en même temps avec l'enquêté. Ça va vraiment faire gagner beaucoup de temps. Vous allez le comprendre quand je vais vous montrer le questionnaire type que j'ai préparé. Certaines questions comportent beaucoup de réponses, parfois plus d'une quinzaine d'options différentes, notamment sur le mode de déplacement. Du coup, c'est vraiment important de se mettre deux, trois quarts et de montrer le support numérique, un ordi, une tablette, un téléphone, pour pouvoir suivre avec le répondant en temps réel et parcourir les questions ainsi que les réponses. Petit post-it informatif, attention à la durée des créneaux. Là aussi, je me suis rendu compte que c'était des missions qui étaient répétitives. Forcément, on va rabâcher tout le temps les mêmes questions, les mêmes réponses, et qui est du coup fatigante. Fatigante parce que intellectuellement, c'est un petit peu prenant quand même. Il faut essayer de se projeter dans le parcours du festivalier ou de la festivalière. Les discussions peuvent être riches, donc c'est très intéressant, mais c'est fatigant. Moi, je me suis rendu compte qu'au bout d'une heure, vraiment, on est rincé. Donc, ce que je conseillerais, alors ça dépend beaucoup de votre durée d'événement et de comment vous fonctionnez sur la vie associative, mais souvent, je me rends compte que 2 fois 1 heure, c'est un- une bonne charge de travail qui est acceptable et qui permet de rester efficace. Au-delà, c'est vraiment trop fatigant, ça peut être contre-productif du coup sur la qualité des réponses obtenues, parce que un mauvais enquêteur, c'est une mauvaise réponse. Et alors du coup, vous allez le voir, on va avoir un objectif quantitatif sur le nombre de réponses pour atteindre l'échantillon. Et si vous n'arrivez pas à atteindre ce nombre via l'administration en physique sur place, vous pouvez en plus soumettre l'enquête en ligne, du coup, pour les festivaliers et festivalières qui pourraient la remplir après le festival ou pendant, mais à distance, peu importe. Et du coup, là, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir atteindre cet objectif quantitatif. Dans tous les cas, le format numérique, comme je le disais, c'est le plus pratique puisqu'il va faciliter le traitement des réponses. Toutes les réponses vont Je me automatiquement régale. basculer sur un tableur et vraiment, il y a Toi? rien de plus simple pour ensuite les traiter, faire des moyennes, faire des graphiques. Parce que sinon, l'autre option, ce serait le papier. Mais vraiment, ça va être fastidieux. Et il y a
concrètement peu d'intérêt à faire du papier, puisqu'il y a beaucoup d'options qui existent, même pour les lieux qui sont hors réseau. C'est un peu plus compliqué parce que les outils que je vous propose, ils sont en ligne, mais il y a d'autres options qui existent pour quand même garder le format numérique et faciliter la réponse. Sur le formulaire en ligne, donc l'enquête euh, en ligne qui peut se faire en complément, ça peut être intéressant si vous n'avez pas réussi à atteindre votre objectif et que vous êtes vraiment en retard sur le nombre de réponses, de proposer un lot à gagner, alors immatériel de préférence pour éviter un impact environnemental, par exemple des places à gagner pour l'année suivante pour les personnes qui remplissent un tirage au sort, par exemple. Je crois que j'en parle après. Avant de parler de l'échantillon, est-ce qu'il y a des questions déjà à ce stade sur la méthode d'administration, sur les parties qu'on a évoquées jusqu'à présent? Non? Il n'y en a pas dans le chat pour l'instant, mais je ne Ça sais pas, marche. vous pouvez lever la main éventuellement. Ok, on continue alors. La question de l'échantillon, c'est une question qui revient souvent, forcément elle est légitime, c'est qu'est-ce qu'un échantillon d'abord? Un échantillon, c'est un ensemble d'individus qui va être représentatif d'une population. L'échantillonnage, c'est une technique qui vise à obtenir une meilleure connaissance d'une population par l'étude d'un nombre d'échantillons qu'on va estimer statistiquement représentatif. Et du coup, forcément, il y a un enjeu quantitatif puisqu'un échantillon trop petit, statistiquement, ne peut pas être représentatif d'une population trop grande. Donc, il y a un équilibre à trouver entre la population totale, en l'occurrence votre nombre de festivaliers, votre fréquentation, et l'échantillon qui va être d'une certaine façon proportionnel. Mais vous allez voir que c'est pas complètement linéaire, heureusement. En statistique, il y a une formule qui existe qui va permettre de justement calculer la taille de la population de l'échantillon, la taille de l'échantillon tout simplement, pour que cette taille-là soit représentative de la population cible. Donc je vous rassure, il n'y a pas besoin de l'apprendre par cœur, ni même de la comprendre, puisque vous allez voir que finalement la taille de l'échantillon va être relativement similaire à partir d'un certain seuil de taille de festival. Donc, quand on prend 5% d'erreur, ce qui semble être un bon compromis, on voit qu'en fonction de la taille de population qui est indiquée à chaque ligne, on va avoir une augmentation de la taille de l'échantillon, ce qui est normal. Mais vous allez voir que ça plafonne à partir de à peu près 5000 personnes, donc en l'occurrence 5000 festivaliers par exemple, et que ça plafonne autour de 350-400. Ce qui veut dire que quelle que soit votre jauge, quelle que soit votre fréquentation, si vous prenez un échantillon de 400 personnes, vous serez tranquille et vous serez statistiquement représentatif de l'ensemble de vos festivaliers et festivalières. Et ce, avec seulement 5% d'erreur. Vous pouvez faire le choix de encore réduire cette marge d'erreur, mais dans ce cas, vous devrez avoir un échantillon beaucoup plus élevé. Et du coup, c'est à vous de vous poser la question de quel est le meilleur choix? Je pense que 5% d'erreur, c'est un bon compromis entre l'effort à fournir, c'est-à-dire le nombre d'enquêtes à administrer, et la fiabilité des résultats. Donc, voilà, petit festival, 300 personnes, 169. Donc là, forcément, ça fait quasiment une personne sur deux, mais c'est la loi des statistiques, il en faut un minimum. C'est une sorte d'échantillon plancher. Par contre, au-delà de 5000, vous approchez de 400 et vous serez tranquille. Donc ça, c'était pour la quantité, la taille de l'échantillon. Il y a aussi un enjeu de la qualité de l'échantillon. Il y a plusieurs méthodes d'échantillonnage possibles. Je vais vous parler uniquement de la méthode aléatoire, qui est la méthode la plus simple selon moi et qui peut suffire pour avoir des résultats fiables. Il s'agit tout simplement de choisir des festivaliers de manière aléatoire pour éviter les biais. Donc, dans la manière aléatoire, c'est vraiment choisir différents endroits du festival. Si c'est un festival multisite, prendre également cela en considération, aller sur un maximum de sites différents, notamment s'ils accueillent beaucoup de personnes, privilégier les différents sites du festival qui accueillent le plus de personnes pour avoir toujours cette représentativité. Évidemment, on évite de se positionner à la sortie de la navette ou sur le parking. Ça va créer forcément des biais, mais plutôt dans des endroits où les personnes, les populations vont se mélanger.
Les endroits d'attente sont de très bons endroits, que ce soit pour aller récupérer le bracelet ou recharger son cashless, faire la queue pour la restauration. Ça, c'est des endroits assez stratégiques où il y a du temps de cerveau disponible. Et ça, c'est des endroits qui sont assez simples. Donc, quelques recommandations pour optimiser la qualité des réponses. Comme je le disais, testez le questionnaire en amont, mais aussi les outils d'analyse. Testez votre tableur Excel ou votre Google Sheet pour être sûr que vous en maîtrisez bien le traitement des données, parce que parfois, il va falloir modifier le champ de réponse pour faciliter le traitement. Varier les profils des enquêteurs et des enquêtrices. Effectivement, ça c'est important. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un biais qui se crée quand on a uniquement des enquêteurs. Sur des créneaux où j'avais uniquement des bénévoles hommes, ils avaient une surreprésentation des hommes en répondant. Les femmes avaient tendance à être un peu plus dans l'esquive quand c'était des hommes qui posaient les questions. Donc ça, c'est important. Et il y a aussi des profils variés, à minima la parité. Formez également vos enquêteurs et vos enquêtrices pour assurer la bonne compréhension des questions. Comme je le disais, c'est vraiment très important. Et également la cohérence des données collectées. Effectivement, il faut bien que le format qui soit rentré dans la réponse correspond au format qui est attendu. Si on demande un temps de trajet, on ne va pas renseigner 1 kilomètre. Si c'est un temps, est-ce que c'est un temps 1,5 heures ou c'est 1 h 30 pour dire 1 h 30 par exemple? Ça, c'est important et ça va aussi vous faciliter même si après, il y a des formules Excel qui permettent un peu de tout mettre sur le même format. Ce sera quand même plus simple. Mais le plus important, c'est vraiment la compréhension des questions, puisqu'en fait, la personne qui va faire, qui va dispenser, qui va administrer l'enquête, va vraiment être aussi là pour répondre aux questions et orienter la bonne compréhension. Donc ça, c'est important. Comme je le disais aussi, diversifier les points de collecte géographiques sur le site mais aussi un mix physique et numérique est intéressant, en tout cas à minima, pas exclusivement numérique pour les biais que j'ai mentionnés. Et aussi, je l'ai mentionné tout à l'heure, ça peut être intéressant, notamment si vous avez des difficultés à atteindre votre objectif d'échantillon, de proposer des incitations pour garantir le nombre de réponses, évidemment en évitant les goodies inutiles qui sont autant d'énergie et de matière gaspillée, plutôt des récompenses immatérielles comme un ticket pour l'année prochaine, une visite des loges ou du festival, peu importe. Il y a plein d'idées. Est-ce qu'il y a des questions sur l'échantillon? Non? Ok. On va passer au questionnaire. Je vais vous le montrer et on va le faire ensemble juste après, mais d'abord, je vais vous montrer un petit peu comment il va être conçu en termes de type de questions. Donc, j'ai construit un questionnaire qui se administre en 1 minute. J'ai marqué 1 minute 30 pour votre calcul de temps de créneau pour prendre un peu de marge. Mais l'administration en tant que telle peut vraiment se faire en 1 minute. Mais à vous de tester aussi en fonction des questions que vous y renseignez. Premier, premier type de question, ça va être le profil du répondant. Est-ce que c'est un festivalier? Est-ce que c'est un bénévole? Est-ce que c'est un organisateur? Ça va vous permettre, par exemple, d'avoir un seul questionnaire pour ces trois typologies. Vous pouvez aussi faire le choix de faire trois questionnaires différents, ce qui peut être aussi stratégique. Le code postal du domicile. Ça va être intéressant pour pouvoir être traité dans un logiciel de cartographie. Vous allez pouvoir verser ça dans un logiciel qui va ensuite vous cartographier l'origine de vos festivaliers. Si vous avez une billetterie, c'est peut-être quelque chose, un outil que vous avez déjà. Là, on va être un peu plus précis que via la billetterie, parce qu'un acheteur peut prendre plusieurs billets pour plusieurs personnes. Du coup, forcément, il y a des erreurs sur les codes postaux. Et les codes postaux renseignés dans les formulaires de billetterie ont toujours une moindre fiabilité, parce que des fois, c'est rempli automatiquement par les configurations perso des usagers. Voilà, il y a plusieurs raisons qui font que c'est jamais trop fiable quand on le fait via la billetterie. Là, on va gagner un petit peu plus en fiabilité. Et ensuite, on va s'intéresser à deux modes de déplacement. Je vais vous expliquer juste après ce dont il s'agit. Le mode de déplacement principal, donc là, on va demander le type, si c'est train, voiture, avion, à pied, mais aussi la motivation. Ça, c'est une question qui va permettre d'attribuer un coefficient de responsabilité à ce mode de déplacement.
Vous allez voir, ça va vous paraître plus clair tout à l'heure, mais pour que vous compreniez déjà un petit peu, on va demander de 0 à 5 à quel point avez-vous utilisé ce mode de déplacement pour venir spécialement pour le festival. 0, je suis pas du tout venu pour le festival, je passais à côté promener mon chien, j'ai entendu du bruit. 5, je suis venu exprès pour le festival et uniquement pour le festival. Et on va pouvoir comme ça positionner sa réponse, ce qui va ensuite attribuer un coefficient de responsabilité, ce qui permettra d'éviter d'avoir des résultats complètement disproportionnés, notamment si vous souhaitez réutiliser ces données pour faire une comptabilité carbone, par exemple. Il suffit que vous ayez deux, trois personnes qui viennent en avion de l'autre bout du monde et vos résultats seraient complètement faussés, parce que souvent ils viennent pas de l'autre bout du monde que pour le festival, mais pour autre chose. Et du coup, là, on va pouvoir réduire un petit peu la responsabilité du festival dans ce déplacement. C'est surtout pour l'exploitation en bilan carbone. Moi, je le mets vraiment parce que c'est aussi une information intéressante. C'est dommage de s'en priver parce que toute cette donnée que vous allez accumuler au fil des éditions, peut-être que dans 5 ans, vous direz, ah, ça pourrait être cool de faire un bilan carbone rétrospectif sur l'évolution des déplacements depuis 5 ans. Donc, c'est toujours une info intéressante à demander. Et dernière catégorie, c'est les infos du répondant. L'année de naissance permettant de connaître l'âge, le genre optionnel. Le mail, optionnel aussi. Le mail est optionnel, notamment parce qu'à partir du moment où il sera renseigné, vous allez rentrer dans le cadre de la réglementation générale sur la protection des données. Dans tous les cas, même si le mail n'est pas renseigné, c'est un bon cadre à suivre puisque les recommandations sont évidemment précieuses pour la protection des données personnelles. Donc, rapidement, je vous parle des cas d'application. C'est quand on collecte des données personnelles, c'est-à-dire toute information qui se rapporte à une personne physique identifiée ou identifiable, et les principes d'application. On limite la collecte, c'est-à-dire qu'on collecte uniquement les données nécessaires pour l'atteinte de l'objectif. On est transparent, c'est-à-dire qu'on informe les individus sur la manière dont les données seront utilisées. On respecte le droit des personnes, on facilite l'exercice du droit des personnes, comme l'accès, la rectification et la suppression des données. La durée de conservation doit être également pensée en amont. On ne conserve pas les données plus longtemps que nécessaire. On sécurise les données, on met en place des mesures pour les protéger. Et le principe de responsabilité, vous devez vous assurer de respecter ces principes de manière continue et documenter vos actions pour prouver votre conformité en cas de contrôle, notamment. Donc, c'est des bonnes pratiques qui sont dans tous les cas intéressantes à suivre, mais qui ne s'appliqueront uniquement pour les réponses comportant des mails. Vous allez voir, le mail, c'est quand même intéressant de le demander. Ça fait partie des bonnes pratiques de la méthodologie d'enquête pour permettre aux répondants d'avoir un accès aux résultats. Si on accorde son temps et son énergie pour répondre à des questions, même si c'est 1 minute 30, c'est quand même chouette de pouvoir accéder au résultat final. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des modes de déplacement principaux et secondaires. Alors, de quoi il s'agit? C'est assez simple à comprendre, mais il faut être sûr de bien le saisir pour avoir justement des réponses qui correspondent et qui soient fiables. Le mode de déplacement principal, c'est celui qui correspond à la plus longue distance parcourue vers le festival. Ce n'est pas le premier dans l'ordre. Ça peut être le deuxième. La première ligne, vous le voyez, le mode de déplacement principal, c'est le train parce que c'est le plus long vers la gare. Et ensuite de la gare, le festivalier a pris un bus pour aller au festival. Ici, le bus étant le mode de déplacement secondaire. Dans la deuxième ligne, c'est un autre cas de figure, où là, cette fois, le mode de déplacement principal, ça va être un bus, puisque c'est la plus longue distance vers le festival parcourue par le festivalier. Juste avant d'être monté dans le bus, il a pris la voiture pour rejoindre la gare de bus, la gare routière. C'est pas plus compliqué que ça, mais ça nécessite quand même d'être sûr que vos bénévoles qui vont faire l'administration le saisissent bien. Mode de déplacement principal, plus longue distance. Mode de déplacement secondaire, deuxième plus longue distance. C'est un peu la particularité de cette enquête et je l'avais créée pour ça parce que j'avais pas trouvé d'outil qui prenait en compte l'intermodalité, ce qui est un gros sujet. La plupart des enquêtes, on va demander comment êtes-vous venu? Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte, notamment avec Festival en Mouvement, que l'écrasante majorité des déplacements se font
de façon multimodale. Et quand on demande un seul mode de déplacement, d'une part, on a beaucoup d'erreurs parce que peut-être que le festivalier va répondre juste le tout dernier mode de déplacement, potentiellement le moins impactant. Donc ça, c'est déjà un premier gros biais. Et deuxièmement, ça cache une grosse partie de l'iceberg qui est ben, tous les déplacements supplémentaires. Donc ce mode de déplacement, ce mode d'enquête va permettre de, en connaissant les deux modes de déplacement principaux, d'avoir beaucoup plus de fiabilité. C'est aussi pour ça, vous allez voir, que cette enquête fonctionne mieux en demandant le temps de trajet et non pas les codes postaux, parce qu'il y a peu de chances que le répondant connaisse le code postal de la ville située au niveau de la plateforme multimodale, par exemple, de la gare, de la gare routière, par exemple. Mais je ne vais pas vous embrouiller, vous allez voir, ça va vous paraître plus clair. Juste après, puisqu'on va tester ensemble, du coup, ce questionnaire avec un scénario fictif. J'habite à Rennes et je me rends à Brest pour le festival Astropolis. J'en profite pour rendre visite à ma grand-mère qui habite à Landerneau. Donc pour ceux qui connaissent pas la Bretagne, Rennes, je pense que vous voyez à peu près. Donc est de la Bretagne. Par contre, Brest, on est sur Finistère, donc l'extrême ouest de la Bretagne. Et Landerneau est une ville qui est située juste avant Brest, donc sur la route pour aller au festival. Je vais vous partager le questionnaire en partage d'écran et il vous sera du coup transmis dans les ressources Festival en Mouvement en deux formats, un format Framaform et un format Google Form. Frama, c'est libre, c'est un mieux. Donc, vous avez vu le scénario fictif, on se met dans la peau du festivalier qui habite à Rennes, qui va à Brest pour Astropolis en passant voir sa grand-mère à Landerneau sur la route. Donc là, on est dans le cas où le festivalier remplit le questionnaire avec l'enquêtrice qui va lui poser les questions. Donc, je suis festivalier, j'habite à Rennes. Et c'est là qu'on va du coup, donc jusqu'ici pas de problème, et ensuite on va passer à ce découpage des deux modes de déplacement. Mode de déplacement numéro un, la plus grande distance. Quel mode de déplacement avez-vous utilisé pour parcourir la plus longue distance jusqu'à l'événement? Là, j'ai pris le TGV jusqu'à Landerneau. OK. Quelle a été la durée de cette partie du trajet? Je crois que c'est à peu près 2h15. Donc, vous avez vu, la question du format est importante. Ça va faciliter le traitement. C'est pas bloquant, hein, parce qu'après, avec des formules Excel, on peut réajuster, mais c'est quand même plus simple. Si véhicule perso ou taxi, je ne suis pas concerné puisque j'ai pris le train. Cette fameuse question pour établir la responsabilité du festival dans mon trajet. À quel point ce trajet était motivé par la venue à l'événement? 0, j'ai effectué ce trajet pour une autre raison. 5, j'ai effectué ce trajet exclusivement pour venir à l'événement. Là, je vais mettre 3 parce que j'y vais principalement pour l'événement, mais j'en profite quand même pour voir ma grand-mère à Landerneau. Ok. Mode de déplacement numéro 2, la deuxième plus longue distance. Donc, dans mon cas, il va s'agir de la distance entre chez ma grand-mère et Brest, le festival. Donc, pour faire ce trajet, j'ai emprunté la voiture de ma grand-mère, qui est une voiture thermique. J'ai mis 30 minutes et j'ai réussi à la motiver. On était deux dans la voiture. Et alors là, de chez ma grand-mère à Astropolis, ben, je suis bien allé exclusivement pour venir à l'événement. Si j'ai fait un détour par la boulangerie, ça compte pas, on est d'accord. Des commentaires, idées, suggestions. Donc ça, c'est la partie qualitative dont je vous ai parlé en début de webinaire. C'est pour noter des retours. Moi, je me suis rendu compte que justement, dans ces questionnaires, les festivaliers, ils se sentaient vachement concernés par le sujet des mobilités. Et souvent, ils faisaient leur retour. Ouais, mais c'est pas très pratique pour venir en train parce que le dernier, il est trop tard ou pas assez tôt. Et du coup, c'est là où c'est intéressant de noter les retours quali. Et du coup, vous allez pouvoir rajouter ce type de données dans votre questionnaire, qui vont être plus durs à traiter, ça c'est sûr. Mais il y a aussi beaucoup d'outils qui existent pour avoir des traitements de masse. Donc ça peut être intéressant. Si vraiment vous avez plusieurs centaines de réponses et que vous n'avez pas le temps, à minima, faire une analyse par mots-clés, les mots qui reviennent le plus souvent, pour faire un nuage de mots, par exemple. Mais voilà, cette partie, je l'ai rajoutée après l'avoir testée,
parce qu'il y a vraiment beaucoup de matière et c'est dommage de la perdre. L'année de naissance, pour déterminer l'âge. Le genre, pour déterminer des éventuelles relations entre les questions de genre et les pratiques de mobilité. Spoiler, il y en aura très certainement. Et là, si vous souhaitez être informé, vous pouvez indiquer votre adresse mail. Effectivement, on laisse le choix. Souvent, les personnes sont intéressées puisque elles ont quand même été un petit peu ambiancées par le sujet en répondant à toutes ces questions. Donc, elles sont souvent contentes de recevoir. Mais du coup, dans ces cas-là, vous vous engagez à respecter la réglementation générale sur la protection des données personnelles. On soumet le formulaire. Et du coup, là, si on est dans le cas de l'enquêteur, on clique sur le lien, on n'est même pas obligé de fermer la fenêtre et on peut enchaîner sur une autre personne. Voilà pour le formulaire qui, du coup, vous l'avez compris, les réponses vont tomber dans un tableur. Euh, Dans le cas de Framaform qu'on peut télécharger, on a plusieurs formats, mais on peut le télécharger en format Excel par exemple. Dans le cas de Google Sheet, il va se mettre sur un tableur qui va être hébergé sur le dossier dans lequel est situé le Google Form. Voilà pour le tableur, le questionnaire, pardon. Véro, tu veux remettre le partage? Ok, parfait, merci. Donc vous l'avez vu, c'est très rapide. C'est vraiment autour d'une minute d'administration. Est-ce qu'il y a des questions sur le questionnaire en tant que tel avant de passer à la partie exploitation des résultats? Ok, on enchaîne. Exploitation des résultats. Donc là, on a obtenu l'ensemble des réponses qu'on souhaitait, on va dire 400 par exemple. Toutes ces réponses ont été automatiquement combinées dans un tableur. Et c'est à partir de ce tableur que je vais pouvoir travailler. On fait toujours une copie évidemment, notamment sur Google Sheet, ça peut être piège de travailler directement sur les données parce que vraiment on est sur la source même. Sur Framaform, on peut retélécharger éventuellement, donc il y a moins de risques, mais toujours garder une copie originale des réponses. Ensuite, on va pouvoir travailler sur les résultats. La première étape peut être de trier les réponses par mode de déplacement. Comme ça, déjà, vous pourrez voir tout rassemblé par mode de déplacement. Ça va être pratique notamment pour convertir le temps de trajet, vous avez vu, c'est la donnée qu'on demande, en distance. Donc, à côté du temps de trajet qui a été renseigné par les répondants, on va créer une nouvelle colonne qui va s'appeler distance et qu'on va convertir à partir du temps de trajet. Pour cela, je vous ai mis dans la slide suivante des coefficients de conversion. Évidemment, on ne parcourt pas la même distance quand on fait 1 heure à pied ou 1 heure en TGV. Donc forcément, il faudra choisir le bon coefficient. On va pouvoir ensuite, une fois qu'on a toutes ces distances, calculer le cumul des distances par mode de déplacement. Donc ça, c'est très facile à faire. Vous pouvez utiliser un tableau croisé dynamique si vous en maîtrisez l'usage. C'est vraiment pas compliqué, il n'y a que le nom qui fait peur, mais en réalité, c'est assez simple. Voilà, il y a plein de tutos sur YouTube. Ça va permettre de gagner beaucoup de temps. Et si vous voulez calculer les distances totales parcourues, donc non pas uniquement celles de votre échantillon, mais celles de l'ensemble de vos festivaliers, il faudra juste trouver le facteur entre la taille de votre échantillon et la taille de votre population cible. Si vous avez, je dis au hasard, un échantillon de 300 personnes et une fréquentation de 1000 personnes, votre échantillon sera 3, à peu près 3,3. Donc, s'il y a une distance parcourue totale de 100 000 km, l'ensemble de vos publics auront parcouru 100 000 fois 3, 300 000 km. Facile. Donc ça, vous allez voir, quand vous aurez les données sous le nez, ça vous paraîtra beaucoup plus simple. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure quand j'ai parcouru l'enquête, mais vous l'avez peut-être vu, quand j'ai demandé le temps de trajet, c'était 100
les changements ni les éventuels retards. Typiquement, si je fais un Bordeaux-Brest en voiture, euh, officiellement c'est 2h30. S'il y a une heure de bouchon et que je mets 3h30, il faudra bien préciser au répondant qu'on calcule et qu'on retient, qu'on note 2h30, puisqu'il ne faut pas que ça perturbe justement ce travail de conversion. Tant qu'on est sur ce sujet, je vous montre le fameux tableur de conversion. Donc, c'est des ratios. Pour, donc, on utilise ce ratio pour convertir le temps de trajet en distance parcourue en kilomètres, avec des vitesses moyennes qui sont associées à chaque mode de déplacement. Les vitesses moyennes, ce sont les vitesses réelles, ce ne sont pas les pics de vitesse. C'est pour ça que la voiture, c'est 70 km/h. Même sur autoroute, en moyenne, ça reste 70. Le TGV, 155 km/h parce qu'il s'arrête en gare. C'est pas 300 km/h. 300 km/h, c'est la vitesse de pic. Donc voilà. Donc ça vous paraîtra plus clair quand vous serez vraiment dans vos données, que vous aurez votre colonne de temps de trajet. Il vous faudra faire une multiplication pour la convertir en kilomètres. Et c'est ces fameux coefficients que vous pourrez utiliser à ce moment-là. Voilà pour les coefficients. Et juste avant, je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait quand même. Un tableur qui collecte toutes les données. Donc là, on voit à gauche, c'est un tri de réponses. On a donc ici les réponses de voitures thermiques, des temps de trajet associés, que j'ai convertis d'abord en minutes, pour ensuite les convertir en kilomètres avec le coefficient. Donc la conversion en minutes, elle est facile. La conversion en kilomètres, vous l'obtenez avec ce fameux coefficient de conversion. Et le tableur de droite, c'est du coup un tableur croisé, un tableau croisé dynamique qui va permettre de tout synthétiser automatiquement. Il va comprendre que toutes les lignes TGV, ben, il peut les additionner et les cumuler. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir un cumul en distance parcourue. Donc là, par exemple, on a 4000 km parcourus en TGV. Bon, ça va être intéressant surtout pour le bilan carbone, parce on va convertir ça en CO2. Mais surtout, dans le cadre d'une enquête de mobilité, on va retenir que 4% des publics viennent en train et comparer ça à la moyenne pour éventuellement définir des actions d'amélioration. Donc voilà, ça c'est la partie Excel qui peut faire un peu peur, mais je vous rassure vraiment, c'est assez simple. Vous pouvez commencer à partir d'une enquête test avec 10, 15 réponses. Vous allez voir que le traitement, de toute façon, le traitement après, vu qu'il est automatisé, c'est pas parce qu'il y a plus de réponses que forcément ça prend plus de temps, puisque la plupart des étapes sont relativement simples. Voilà pour l'exploitation, donc ça je vous l'ai montré. Donc c'est bien un ratio à multiplier à partir du nombre de minutes de trajet pour obtenir des kilomètres. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer, pardon, à la planification des actions? Eh bien, Véro, tu peux y aller. Ben voilà, hein, apparemment tout va bien. Je pense qu'ils sont en train de cogiter en fait. Donc on a ces données. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces données? Ben, finalement, il faut qu'on les utilise pour mettre en place des actions pour réduire l'impact des mobilités des publics ou des équipes. Euh, à partir donc de ces résultats quantitatifs et qualitatifs, et on est toujours bien sûr dans une logique d'amélioration continue, puisque vous avez probablement mis des choses en place dès l'année 2024, c'est faire évoluer votre réflexion en fonction aussi des résultats que vous avez obtenus, d'où l'intérêt de toute façon de faire des enquêtes assez régulières, de voir si une action que vous avez mise en place a donné des résultats dans la réduction de l'impact des transports sur votre impact global. Et donc, il va falloir après que vous classifiez un petit peu en fonction des réponses que vous avez obtenues, les types d'actions que vous pouvez mettre en place avec des choses qui sont parfois simples, hein, sur voire de bon sens, hein, tout ce qui est communication, information, sensibilisation, qui demande peut-être moins d'investissement humain ou technique, en faisant quand même des campagnes de communication, des cartographies, etc.,
etc. Et après, vous pourrez voir si dans les réponses que vous avez obtenues, que peut-être les conditions d'accueil pour ceux qui viennent en vélo ne sont peut-être pas optimales. Donc, il faut réfléchir à ces conditions d'accueil, que ce soit d'ailleurs pour le vélo ou pour d'autres, hein, covoiturage ou autres. Après, travailler peut-être plus sur des questions de logistique enfin, en utilisant une plateforme de covoiturage, en mettant en place des vélobus, hein, on en a parlé déjà, des parades à vélo, ce genre de choses-là, des boucles d'échange. Et puis, tout ce qui est incitation, coercition, qui peut être parfois assez simple, comme réserver des places proches de l'entrée du festival pour les covoitureurs, hein. C'est assez facile à mettre en place. Voilà. Donc il y a quand même pas mal là, on vous a donné quelques idées, mais vous êtes un petit peu au fait déjà de ce que vous pouvez faire. Et de toute façon, vous avez des outils et pas mal de guides qui vont vous donner des idées. Mais c'est bien de classifier et de prioriser aussi, hein. On fait vraiment un travail de priorisation des enjeux avant de se lancer dans des choses qui sont complexes et qu'on ne maîtrise pas obligatoirement. Je vais vous partager c'est un outil, donc il faut que je repasse sur euh, un autre onglet, le plan d'action que vous propose le collectif des festivals de Bretagne. Nous, on en a un aussi, hein, qui est à peu près dans le même ordre. Vous allez pouvoir faire un suivi de vos actions. Déjà, vous fixez des objectifs et suivre les résultats d'une année sur l'autre pour éventuellement envisager des pistes d'action correctives ou supplémentaires. Donc, alors parfois, ça fait un petit peu peur, mais bon, étant donné que vous travaillez là sur la question des mobilités et que vous allez quand même un tout petit peu prioriser en fonction des résultats de l'enquête, vous avez intérêt à quand même travailler sur des outils assez pratico-pratiques pour que tout le monde puisse suivre l'évolution. Vous pouvez d'ailleurs mettre en ligne et partager avec bien sûr la question de la thématique, ensuite l'action envisagée et quel enjeu vous avez pu imaginer par rapport à ça. Par exemple, sur une action envisagée de mettre en place une écotaxe sur les parkings, hein, ça c'était un sujet qu'on a déjà abordé. L'enjeu, c'est réduire l'autosolisme, hein, pour justement favoriser ceux qui viennent à plusieurs. Il faut toujours mettre des indicateurs de suivi, de choses qui vous permettent d'évaluer. Alors, c'est pas une enquête obligatoirement, mais ça vous donnera des données quand même intéressantes, comme le prix du ticket ou l'occupation moyenne des voitures. Il vous faut un pilote à chaque fois. C'est pas le référent RSE qui va tout faire, malheureusement, il peut pas être partout, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un référent. Alors peut-être que Lola, c'est la responsable des bénévoles qui s'occupent du parking, c'est elle qui va être en charge de récolter les indicateurs, évaluer un petit peu le fonctionnement, voir s'il y a des difficultés, etc. Et celle qui fera un retour, bien évidemment, à la fin. Vous avez le statut à valider, mis en place, validé. Alors je crois qu'il y a plusieurs entrées. Voilà, validé en cours, effectué, annulé, reporté. Bien sûr, tout ça, vous pouvez l'améliorer, le changer, le faire, vraiment le mettre à votre image et selon vos desiderata. On vous partagera le lien, vous pourrez le télécharger. Si vous avez un budget, c'est bien de l'indiquer parce que ça peut se poser la question de est-ce qu'on a les moyens ou pas et est-ce qu'on doit demander des financements ou une aide financière ou technique de la part d'un partenaire. Vous avez les objectifs que vous allez vous fixer. Par exemple, ça va être augmenter de 20% le nombre de covoitureurs et vous allez pouvoir, à la fin de l'événement, calculer si vous avez obtenu ou pas le résultat que vous aviez envisagé. Donc ça, bien sûr, vous l'avez sur plusieurs années. Et puis après, vous passez à l'évaluation de l'action. Donc là, vous avez aussi plusieurs réponses possibles, très satisfaisantes, satisfaisantes à revoir, échec, à débriefer. Donc ça veut dire que vous allez peut-être à un moment donné faire un petite revue avec vos équipes pour voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Ça peut peut-être donner l'objet aussi d'une nouvelle petite enquête à ce moment-là qualitative post-opération, éventuellement comme ce qu'on a fait nous à Avignon, qui était de savoir, on a mis en place des trains supplémentaires, est-ce que vous les
les avez utilisés. Si vous ne les avez pas utilisés, quelle en était la raison? Et parfois, c'est un peu ce que nous avons eu, le cas que nous avons eu à Avignon, c'est que la communication est venue très tardivement, ce qui fait qu'on a mis un point d'honneur à cette année envisager la communication auprès du public beaucoup plus tôt que l'année précédente pour au moins s'assurer que l'information passe bien et que c'est peut-être d'autres raisons finalement qui n'ont pas permis de remplir complètement les trains comme souhaité. Voilà pour le tableur plan d'action qu'on vous partagera bien évidemment. Je retourne sur, pardon, petite manipulation nécessaire. Je pense qu'on est retourné sur, hop, voilà. Et on a un petit peu terminé. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, en tout cas sur les plans d'action, mais sinon, on va passer sur un temps d'échange et arrêter l'enregistrement. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de voir? N'hésitez pas à lever la main. Ben, on va conclure pour cette partie-là. Ouais, Alors, j'allais juste ajouter une précision sur les choses qui peuvent ressortir de cette enquête. Donc, tu en as parlé, Véro, mais c'est pour réinsister dessus. Donc, vous avez vu, vous allez pouvoir suivre évidemment les parts de modes de déplacement. Donc, 30% de public viennent en train, 50% en voiture, etc. Donc, ça, c'est évidemment un indicateur à suivre. L'autre indicateur, grâce à la question sur combien étiez-vous dans la voiture, c'est aussi un super indicateur à suivre, c'est le taux d'occupation. Enfin, c'est pas un taux parce que c'est pas un pourcentage, mais la moyenne d'occupation dans chacune des voitures, ça c'est aussi un super indicateur que vous pouvez avoir facilement via l'enquête. Et après, du coup, comme je l'avais dit, tout le traitement qualitatif qui est également intéressant. Une dernière chose que j'ai pas précisé parce que c'est plutôt dans le cadre d'une comptabilité carbone et c'est un tout autre sujet, mais je le glisse quand même ici, c'est pour la part de responsabilité des modes de déplacement, donc la question de 0 à 5. C'est tout simplement, vous pouvez aussi l'utiliser pour les kilomètres et attribuer, par exemple, si la personne a répondu 3 sur 5 sur le déplacement, vous pourrez attribuer du coup 60% du kilométrage au festival. Donc voilà, ça c'est un traitement après quantitatif qu'on aborde dans d'autres formations, notamment sur la compta carbone, mais je le glisse quand même ici pour vous puissiez avoir une piste sur un éventuel traitement de cette réponse-là. Eh bien, merci, on va arrêter l'enregistrement et puis on va continuer les échanges.